Bonjour, je m'appelle Claire Géronimi, j'ai 26 ans et aujourd'hui je prends la parole parce que j'ai subi une agression et un viol le 11 novembre à 16h30 dans le 8e arrondissement de Paris. J'étais partie faire des courses parce que j'avais un dîner avec mon copain le soir même. Je rentrais de mes courses qui sont à 10 minutes à pied de chez moi. En fait, je marche dans ma rue, je n'avais pas mes écouteurs, j'ai juste regardé mon téléphone, je tape mon code de ma porte d'entrée. Comme ce sont de grosses portes cochères, des portes qui du coup se ferment assez mal et très lentement, donc en fait j'ai marché 5 mètres dans mon hall et juste j'ai entendu des bruits de pas courir derrière moi. Je me suis retrouvée plaquée au sol avec des mains qui étaient en train de m'étrangler au niveau de la gorge, qui étaient sur ma bouche aussi, donc pour m'empêcher de crier. Là je me suis rendu compte que en fait c'était assez grave. Donc au début je me suis dit que l'agresseur voulait tout simplement juste me voler mon sac, mon téléphone et partir, sauf qu'il a commencé à me dire qu'il voulait plus. Il m'a menacé, il m'a dit je vais te tuer si t'arrêtes pas de crier. Ça a duré une dizaine de minutes ce débat. Je me suis rendu compte que j'avais pas le choix de faire que ce qu'il me demandait. Donc j'avais le choix entre la mort ou le viol. Du coup je me suis laissée me faire violer. Et tout ça a duré une vingtaine de minutes. C'était vraiment très très long. Et puis en fait au final ce qui s'est passé c'est qu'il y a une voisine qui est descendue de l'immeuble, qui est arrivée et je me suis réfugiée derrière elle. Quand l'agresseur a tourné la tête, j'ai pu m'échapper et m'a retrouvée à moitié dénudée et ensanglantée. Donc voilà, c'est terminé comme ça. L'agresseur est parti, il a volé mon sac de courses. Le problème c'est que le calvaire n'était pas fini parce qu'elle m'a laissée toute seule dans mon hall d'entrée. Encore une fois, j'étais dénudée, ensanglantée. Elle devait absolument prendre son Uber pour partir en vacances. Donc j'ai dû me réfugier chez moi et appeler la police directement. Là, la police normal a appelé justement la police judiciaire qui s'est chargée du dossier. Il y a également les pompiers, donc il y avait une vingtaine de personnes qui étaient chez moi pendant plus de 2 heures pour me poser plein de questions sur justement le profil de la personne, comment il était habillé, etc., à quoi il ressemblait. Du coup, quand j'étais avec la police judiciaire, ils ont retrouvé l'agresseur qui se promenait tout simplement comme une personne normale sur les Champs-Élysées. Donc la police a quand même fait un travail incroyable. Et en fait, la police me fait comprendre que cette personne était sous le coup d'une OQTF. J'avoue que j'en avais déjà entendu parler, je savais pas forcément exactement ce que ça voulait dire. C'est vrai que ça fait quand même un choc de se dire que je me suis fait violer par une personne qui devait pas être sur ce territoire, sur un autre territoire. En tout cas, je me suis rendu compte que si cette personne n'avait pas été, avait été expulsée du territoire, peut-être que en fait, il aurait pas violé la fille avant moi ni moi-même. Du coup, j'avais entendu parler d'une affaire sur Fabienne, qui était infirmière, qui s'est fait agresser à Lille et tuée par un mineur en situation irrégulière qui, je crois, était ivoirien. Et c'est vrai que c'était une affaire qui m'avait quand même choquée. J'avais pas mal suivi sur les médias. J'avais vu le témoignage de la belle-sœur, justement, de Fabienne. Et en fait, juste, on croit pas que ça peut nous arriver un jour. Et en fait, on se rend compte que si c'est plus commun que ça, et ça peut arriver à tout le monde. Du coup, en fait, après mon agression, je me suis dit que il fallait en parler parce que c'était quand même une affaire qui ne devait pas être classée en fait divers. Du coup, j'ai essayé de démarcher les médias, je suis passée sur CNews, BFM. J'ai également parlé avec des partis politiques et les médias de gauche ont commencé à me traiter de personnes qui étaient d'extrême droite. Et c'est vrai que c'est assez choquant parce qu'au final, j'ai quand même essayé de contacter tous les partis politiques, au-delà justement que de la droite, et aucun média de gauche, ni même toutes les associations féministes de gauche ne m'a laissé la parole et a voulu entendre mon histoire. Le problème, c'est que ceux qui accusent aujourd'hui mon histoire et le fait que je dénonce que c'était une personne sous OQTF, que je dénonce également le laxisme de la justice et le laxisme immigratoire. Toutes ces personnes en fait ne sont pas venues me voir, se permettent de me critiquer sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télé, alors que moi je viens juste témoigner justement et essayer de faire bouger les choses. Les personnes en font ce qu'ils veulent et juste moi je dénonce les faits. Du coup, à cette heure-ci, il n'y a toujours aucune féministe de gauche qui est venue me contacter et ce serait avec plaisir de pouvoir avoir une discussion avec elle si elle le souhaite, parce que je vais essayer de comprendre des choses aussi, leurs messages. Ça serait intéressant de pouvoir justement discuter de nos visions sur les femmes et sur ce que j'ai pu subir. Donc, j'aimerais bien juste pouvoir échanger avec elle.
Je trouve ça un peu déroutant et désolant que Osez Féministe ait eu le temps de pouvoir écrire un tweet sur la condition des migrants en France, mais n'ait même pas eu le temps de parler de mon histoire, alors que je pense qu'elle a été assez bien médiatisée et que aucune autre association de féministes de gauche non plus ait eu le temps, ou ait pris le temps de le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça dommage que les féministes de gauche qui prônent la sororité ne parlent pas de toutes les agressions et qu'il y a justement une censure auprès de la mienne, parce que je ne sais pas pourquoi, mais sûrement que c'était un type d'individus qui les intéresse pas pour leur communication, ou j'en sais rien, mais je trouve ça dommage parce que j'ai quand même été assez en tout cas mon histoire a quand même été assez médiatisée et un tweet aurait pu montrer en tout cas leur engagement. Pour le moment, du coup, je compte pas du tout m'engager que ce soit dans un parti politique ou dans une association. Tout simplement, je préfère me concentrer sur ma propre démarche. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien créer un podcast qui permet de libérer encore plus la parole des femmes, comme j'ai pu le faire ces dernières semaines, et pouvoir démocratiser un peu toutes ces choses qui se passent dans notre société aujourd'hui. Je compte créer un podcast pour pouvoir aider les femmes à se reconstruire, comprendre le parcours, le processus de reconstruction. Parce que je pense que même si on s'est fait agresser, il y a l'étape où on s'est fait agresser, mais il y a également toute la suite. Et c'est ce qui est le plus dur. Donc je pense que si on peut créer un endroit, un échange où des personnes peuvent témoigner anonymement ou à visage découvert, si elles le souhaitent, ça peut apporter pas mal de choses pour d'autres femmes qui ont déjà subi ce genre d'agression. J'ai déjà eu affaire, parce que du coup je viens de Rennes, et j'ai déjà eu affaire à pas mal d'harcèlement de rue, de personnes qui viennent vous voir, vous draguer, etc., qui me sifflaient quand ils passaient en voiture, ou même juste m'arrêter pour me complimenter, mais complimenter d'une façon qu'on ne ferait pas normalement. Et c'est assez en tout cas désagréable, parce qu'on peut pas se promener forcément tranquillement, et c'est vrai qu'on est toujours obligé de faire attention. Après, je sais pas si c'était des personnes qui étaient étrangères ou pas, mais en tout cas, ça le semblait. À notre connaissance, tu es l'une des seules victimes à avoir osé aborder le sujet des OQTF non exécutés et à avoir demandé des comptes à l'État. Est-ce que tu es consciente d'avoir allumé la flamme, et que peut-être grâce à toi, des femmes oseront dorénavant parler plus frontalement de certains de leurs agresseurs? Oui, je suis consciente aujourd'hui que je suis une des seules personnes, en tout cas des seules femmes à avoir témoigné, et c'est vrai que c'est très important pour moi de pouvoir montrer qu'en fait c'est pas une honte si on s'est fait violer ou agresser, et que il y a des choses à faire. Je suis consciente que j'ai sûrement réveillé quelque chose, surtout en pleine loi l'immigration, et j'espère au moins pouvoir faire bouger les choses à mon échelle et pouvoir porter un message fort, en tout cas sur le type d'agresseur qui m'a violée, et en même temps porter un message de prévention envers les femmes sur le fait qu'on n'est plus forcément en sécurité en France. C'est vrai que depuis en tout cas mon agression, ça montre à quel point peut-être qu'il n'y a pas forcément assez de filtrage quant à l'immigration. Je suis vraiment pas contre l'immigration, mais encore une fois, si on regarde les modèles de nos voisins, que ce soit par exemple au Canada ou aux États-Unis, il y a quand même certaines caractéristiques pour pouvoir rentrer dans un pays, et je pense qu'en France, on est trop laxiste là-dessus et c'est pas assez respecté. Donc je pense que c'est une des mesures en tout cas qui devrait être adoptée dans les prochaines années. Alors si demain il arrive quelque chose à une autre femme, mon premier conseil c'est d'en parler, que ce soit par n'importe quel type d'individu, une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui était tout simplement dans la rue. Je pense qu'aujourd'hui la parole n'est pas assez démocratisée sur ce genre d'agression, et du coup le problème c'est que si cette personne n'est pas arrêtée, il recommencera. Après il y aura encore plus de filles qui seront violées, qui seront encore détruites. Donc vraiment, premier conseil, c'est d'en parler. Et également de porter plainte. Aujourd'hui, il y a un système qui est mis en place justement pour les agressions et les viols qui est pris vraiment au sérieux en France. Donc il faut vraiment porter plainte. Du coup, après mon passage justement dans les médias, c'est vrai que j'ai reçu des centaines et voire des milliers de messages de personnes qui me soutenaient, qui me disaient que j'étais courageuse de montrer mon visage, parce que c'est vrai que c'est un témoignage quand même assez fort. J'ai reçu aussi des centaines de messages de femmes et même d'hommes qui eux aussi ont subi des agressions, et c'est assez touchant de se dire qu'en fait les personnes me remercient d'avoir témoigné pour eux-mêmes. C'est vrai que après cette agression, déjà pendant
2-3 semaines, on est très dissocié de son corps. Je pense que je le suis encore aujourd'hui, parce que c'est un réflexe totalement naturel du cerveau qui nous protège, parce que sinon on tomberait en dépression très grave. Mais j'ai quand même beaucoup de flashbacks, je dors plus la nuit, j'ai beaucoup de cauchemars sur le fait que je me fais agresser, tuer ou violer. Du coup, je dors pas bien. J'ai dû arrêter également mon travail. J'ai repris tout doucement, mais le problème c'est que, je suis encore qu'en mi-temps thérapeutique. Et aussi, je peux plus du tout sortir de chez moi. Je peux plus prendre le métro, je suis obligée de prendre des taxis parce que même les Uber c'est compliqué. Et c'est vrai que je me sens encore moins en sécurité aujourd'hui dans la rue qu'avant. En fait, après avoir déposé la déposition, on nous donne plein de papiers en quelques lignes comment on va se sentir pendant ces prochaines semaines. On peut contacter la psychologue de la police et des unités médico-judiciaires, mais le problème c'est que il y a que 3 psychologues dans tout Paris pour la police, et il y a tellement d'agressions et de viols aujourd'hui qu'elles sont débordées. Et du coup, je peux avoir des rendez-vous avec cette psychologue qu'une fois tous les 15 jours, donc ce qui n'est pas assez. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça allait très très mal, presque à avoir des idées noires, passives. Et je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je prenne les démarches moi-même. Donc j'ai dû trouver une psychologue et une psychiatre juste à côté de chez moi. On a failli me proposer des solutions médicamenteuses et même d'aller en clinique. Mais ce que j'ai refusé parce que je trouve que pour moi, en tout cas, c'était pas nécessaire. Mais c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, quoi. S'il y a vraiment un problème, parce que je suis obligée de prendre mon psychologue et mon psychiatre à côté, et c'est 130 € la séance, et en fait c'était pas une dépense que j'avais prévue. C'est vrai qu'heureusement j'ai de la chance après l'agression, j'ai tous mes amis qui m'ont énormément soutenue, qui sont là pour moi, et c'est hyper important en tout cas d'être bien entourée, et également ma famille du coup ma famille est quand même détruite. C'est vrai que même si eux ne vivent pas ce que j'ai pu vivre, il y a beaucoup de dommages collatéraux en tout cas après cette agression. Du coup, comme ils savent que j'ai subi quelque chose de très traumatique et ils me voient presque tous les jours, ils voient que je suis pas bien parce que forcément quand on a ce type d'agression, on a beaucoup de crises d'angoisse, de flashbacks qui reviennent, ça les impacte. On essaye d'être soudés au maximum. Aussi, à la suite de cette agression, ça m'a beaucoup rapprochée avec mon copain. Il a vraiment été très très présent pour moi et ça a vraiment renforcé en tout cas notre complicité et l'écoute qu'on a l'un envers l'autre. Donc merci en tout cas pour ça. Concernant le procès, ça va pas être avant au minimum 18 mois, et vu qu'on est 2 victimes, ça sera sûrement 36 parce que 2 fois plus de travail pour la justice. Du coup, c'est vrai que c'est très long parce que même pour sa reconstruction personnelle, on est obligé d'attendre jusqu'à la date du procès, et avant ça, on peut pas passer à autre chose. Du coup, c'est vrai que ça révèle un vrai problème dans le système parce que la justice est très longue, alors on connaît l'agresseur. On est persuadé qu'après toutes les pièces qu'on a pu récolter, il soit forcément coupable. Donc c'est pas normal. Du coup, aujourd'hui, il est en détention provisoire. Il est à la prison de Fleury-Mérogis. Heureusement, parce que sinon, je me sentirais vraiment pas en sécurité. Il sera sûrement jugé en cour d'assises. Et c'est vrai que je crains déjà le procès parce que je sais très bien que la peine sera pas à la hauteur et que si la peine maximale en tout cas est appliquée, ça sera maximum 15 ans, mais ça sera sûrement pas le cas.